Bonjour à tous. Dans le contexte français, marqué à nouveau par le débat sur la fin de vie, sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, la rédaction de KTO a choisi de prendre le temps d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent en soins palliatifs, d'écouter les malades et leurs familles. Il ne s'agit pas d'une approche exhaustive, mais de découvrir, de se rendre dans quelques lieux marquants qui ont contribué et contribuent encore au développement des soins palliatifs en France. Il s'agit aussi de retrouver quelques repères essentiels sur l'accueil des personnes en fin de vie et de découvrir à travers les reportages et les rencontres combien l'accompagnement de ces malades peut contribuer à générer une culture de la vie face à la peur et au tabou de la mort qui nous marque tous. Dans ce domaine, les chrétiens sont engagés. Nous verrons quelles contributions ils sont appelés à apporter aujourd'hui, mais ils ne sont pas les seuls, contrairement à des schémas réducteurs et caricaturaux qui sont entretenus pour éviter parfois les vrais débats. Notre émission, elle commence à Gardanne, à 20 km d'Aix-en-Provence, à La Maison. C'est le nom de la première maison de soins palliatifs qui a été ouverte en 1994 en France. Et ce premier reportage est réalisé par Alexei Vochniuk. Mario et Patrick ont noué une amitié depuis quelques semaines. L'un est atteint d'une maladie neurodégénérative grave, la maladie de Charcot, qui conduit progressivement à la paralysie. L'autre souffre d'un cancer du poumon à un stade très avancé. Ils se sont rencontrés après leur admission en soins palliatifs à la maison de Gardanne. La maladie n'empêche ni le soutien mutuel, ni le sens de l'humour. Moi je dis des bêtises, lui il rigole. Donc, voilà, ça fait rire tout le monde, parce qu'on fait l'équipe tous les deux. Ça c'est service. La vie comme ça, le café tranquille. Ici, la mort n'est pas un tabou, mais c'est la vie qui compte. On sait que tous les deux, on n'a pas une espérance phénoménale. Mais on vit les moments que l'on vit le mieux possible. Et c'est mieux à profiter du présent. Au jour le jour. Au jour le jour. Et c'est aussi pour soulager sa famille que Mario a voulu venir ici. Ma femme travaille, elle s'occupe beaucoup des enfants, de mon administration. Et en plus, s'occuper de moi. Par la nuit, ça fait un peu trop. Patrick a dû formuler 4 demandes avant d'être admis en soins palliatifs. Il n'était plus à l'aise à l'hôpital. Alors parce qu'à l'hôpital, ça n'apporte pas les soins qu'apporte la maison. Le kiné, vous ne l'avez pas. L'ostéopathe, vous ne l'avez pas. Vous n'avez rien. L'humanité. Et il n'y a pas d'humanité. Ici, vous guérissez presque grâce à l'humanité. Pour Patrick, le temps des traitements curatifs est passé. Place maintenant à un maximum de qualité de vie, le soulagement des douleurs physiques et les souffrances de tout ordre. Ici, c'est pas un hôpital. Tous les 2 jours, j'ai le kiné qui vient faire des mouvements, qui m'aide à marcher. Vous avez les infirmières qui sont de permanence présentes. Vous avez un restaurant, vous avez une convivialité. Tout le monde mange ensemble. La maison de Gardanne compte 3 unités de soins qui prennent en charge une quarantaine de personnes dans les situations les plus aiguës de leur maladie. Une trentaine d'autres patients viennent ici à l'accueil de jour durant la semaine. Ils viennent soit pour un temps de répit, c'est-à-dire un temps où on va prendre soin d'eux, évaluer leurs symptômes, trouver des traitements. Et on a également des patients qui viennent pour qu'on les accompagne jusqu'au bout de leur vie. Dans la prise en charge des patients, il y a des traitements médicamenteux qui sont proposés. Quand le patient est douloureux, par exemple, on va mettre en place des perfusions. Mais au-delà de ça, on peut proposer aussi des soins de kinésithérapie, de la socio-esthétique, de l'ostéopathie, des soins complémentaires. Comme ça, c'est bon ? Oui, elle est là, votre femme. Les soins sont adaptés au rythme de chaque personne. Une large place est accordée aux membres de la famille. Les lieux sont pensés pour. Suzanne peut passer la nuit à côté d'Albert, son mari. Ça nous permet de rester en couple. Comme je suis malentendante, on ne pouvait pas le soigner à la maison et pour le soulager, on a pensé que venir là, c'était bon. Ensemble. Voilà, pour être ensemble. La prise en charge palliative, c'est s'occuper de la personne qui est malade
mais de surtout pas nier l'existence des personnes qui sont autour d'elle. On n'accompagne pas seulement un patient, on accompagne un homme, une femme qui se trouve être un père, une mère, la fille, le fils. Donc c'est aussi pouvoir accompagner vraiment la personne dans son ensemble pour qu'il puisse se retrouver en famille. La maison de Gardanne cultive l'art comme moyen d'expression des réalités les plus profondes des personnes, avec les ateliers de peinture, de chant et de danse. L'important pour moi, c'est de pouvoir occuper l'esprit, et ne plus penser à ma maladie ou de m'occuper en bonne compagnie. En fait, la plupart des gens viennent, ils disent que quand ils viennent, c'est pour oublier quelque part la maladie. Et c'est vrai que des fois, ils arrivent avec des douleurs. Et donc, on ne dit pas que la douleur, elle est estompée, mais elle est oubliée pour un petit moment. Ici, on ne peut pas être comme à l'hôpital. Peut-être que l'hôpital renvoie beaucoup sur le symptôme et nous, on renvoie sur tout ce qui peut être la vie autour. Et les personnes retrouvent de la créativité, du désir, le désir de vivre, le désir d'être avec ce qu'on aime, le désir de pouvoir manger quelque chose de bon. Le désir, c'est un grand mot qui peut aider le mieux possible quand on est très mal psychiquement, moralement et physiquement. À la maison, il y a des larmes, mais il y a aussi tant de sourires, de la tendresse aussi. Ce matin-là, Zulika rentre chez elle pour quelques jours avant de revenir à Gardanne. Elle témoigne, c'est l'humanité des soignants qui l'a sauvée du désespoir et lui a donné la volonté de vivre. Moi, quand je suis venue, je croyais que j'étais morte. Avec toutes les chimios que j'avais fait, toutes les radiothérapies, et puis je me suis trouvée toute seule chez moi. Donc, à un moment donné, vraiment, je pensais que j'étais morte. Et c'est eux qui m'ont fait vivre. Je suis revenu à la vie. Et c'est ici que je ris, c'est ici que je m'épanouis. Nous nous retrouvons dans cette maison de Gardanne avec le docteur Jean-Marc Lapiana. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est dans ce coin cheminée, juste à côté de l'accueil. C'est aussi ça, l'atmosphère de cette maison? Oui, bonjour et merci de venir nous rencontrer. Oui, c'est une maison. Et ça, c'est important pour vous? Oui. Vous avez cofondé, docteur, cette maison en 1994. C'est la première maison de soins palliatifs en France. Pourquoi? C'était quoi le contexte? Alors, on n'était pas les premiers, mais notre concept était particulier puisque on a voulu travailler d'une façon différente en ayant des tenues civiles, avec un accueil plus familial, on va dire. Et puis c'était surtout par rapport à la lutte contre le sida. Donc nous, on est nés de cette lutte-là et ça nous permettait aussi d'ouvrir un lieu à une population qui avait une pathologie qui était stigmatisée, qui était mise à l'écart. Et donc, il y a eu tout ce travail qui a été fait par rapport aux personnes concernées par le VIH, concernées par les usages de drogue et toutes ces populations qui étaient plutôt rejetées à l'époque. En 30 ans, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Voilà, tellement de choses. La médecine a fait des progrès dans le domaine du VIH. Aujourd'hui, on accueille des malades atteints de cancer, des malades atteints de maladies neurologiques. Dans ces trois domaines-là où la médecine a évolué, elle a permis à des gens d'aller mieux, de retourner même dans un circuit de vie. Mais ceux qui ne vont pas mieux sont peut-être allés plus loin dans la maladie, avec des handicaps plus importants, avec des mutilations plus importantes. Et pour cela, il faut qu'il y ait un lieu de vie, un lieu ressource pour qu'ils puissent venir se poser, qu'on puisse les aider et aider leur entourage. Les soins palliatifs, en un mot, qu'est-ce que c'est pour ceux qui peut-être ont une vision un peu caricaturale des choses? C'est-à-dire qu'en général, on ne veut pas en entendre parler. C'est la mort, c'est la fin de vie. Alors, d'abord, il y a quelque chose dont on peut être sûr, c'est qu'on va tous mourir un jour. En parler, évidemment, c'est un peu tabou, même si aujourd'hui, avec tous les débats qu'il y a, ça aide quand même à en parler. Et puis avec la loi Claes et Leonetti, les directives anticipées, les personnes de confiance, quand même, le débat s'est un petit peu plus développé. Pour moi, les soins palliatifs, c'est un accompagnement. Et l'accompagnement, il n'est pas lié au temps qui reste. Il est lié à des pathologies pour lesquelles il n'y a pas de guérison, pas de traitement. Et on doit être là pour aider
aider les personnes dans des moments difficiles de leur maladie à partir du moment où on n'est pas dans quelque chose de curatif, même s'il y a encore des traitements qui sont maintenus. Vous dites même c'est le futur de la médecine ? Alors, ce que je pense, c'est que travailler en soins palliatifs, quand on voit les dynamiques qu'il y a auprès des soignants, ça redore le blason des soignants, parce qu'on fait une médecine qui est très personnalisée, avec des relations humaines très fortes. D'abord des relations dans les équipes entre elles, ce qui est très important pour pouvoir accompagner les malades et leur entourage. Et donc oui, pour moi, c'est l'avenir de la médecine, parce qu'on redonne du sens à notre travail, et on le repersonnalise, et on essaye de lutter un petit peu contre tous les codages qu'on a aujourd'hui sont obligatoires. On a plutôt l'impression d'entendre qu'il ne faut pas que les soignants s'attachent à leurs patients. Bah ça, je vois pas pourquoi. Ceux qui disent ça, je pense que c'est une fausse protection. Vous savez, on n'a pas de blouse ici. On a des tenues civiles pour travailler. Pourquoi ? Parce que on avait l'impression que la blouse, ça nous protégeait de la relation à l'autre. Non, nous, on n'a pas à être protégés de la relation à l'autre. On a à vivre avec nos émotions, mais après, on le travaille en équipe. Parce que, vous savez, quand vous sortez d'un lieu comme ici, c'est pas vrai, vous fermez pas la porte et tout s'oublie, c'est pas possible. Donc, on a un travail d'équipe qui est très important. Qui peut accéder aux soins palliatifs? Qui peut accéder, par exemple, ici, très concrètement, à la maison de Gardanne? Tout le monde peut accéder ici. Le problème, c'est une question de place. On est un des départements les mieux lotis. D'ailleurs, on a 1300 prises en charge par le réseau sur le département qui permettent d'éviter des hospitalisations. Nous, on en suit avec notre équipe mobile à peu près 350. Ici, on accueille 500 personnes par an, dont 350 décès. Donc, vous voyez le poids quand même émotionnel qu'il peut y avoir. Mais le plus dur pour moi, c'est quand j'ai une place et que j'ai 20 personnes en attente, c'est de savoir à qui je vais attribuer cette place. Donc, on manque de lits de soins palliatifs parce que effectivement il y a des gens qui en ont besoin et l'idée pour nous ce n'est pas d'accueillir tous les gens qui ont besoin de soins palliatifs, c'est d'accueillir les situations les plus graves, les plus difficiles et le reste des demandes pourrait être concrétisé, réalisé à domicile. Mais avec le déficit de soignants qu'on a aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué. En quoi c'est décisif cet accueil en soins palliatifs de manière spécifique pour les malades ? Alors d'abord, les malades qui viennent ici, ils peuvent venir aussi en temps de repos parce qu'ils sont à un moment difficile de leur maladie. Si vous voulez, la chance qu'on a nous et pour lequel on fait la promotion, l'esprit maison, c'est que nous aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qu'on va suivre sur plusieurs mois parce que c'est quelqu'un qu'on aura pu voir à domicile, qui est venu à travers les ateliers créatifs de l'hôpital de jour. On attache une grande importance à ne pas accueillir quelqu'un en fonction du temps qui reste, mais en fonction de la pertinence des soins. Et si je dis ça, c'est parce que la tarification à l'activité incite à ce qu'on s'occupe des gens en fonction du temps qui reste, parce que c'est une question de rentabilité. Et nous, on se bat contre ça. Docteur, je voudrais que vous nous parliez un peu de vos patients, des malades, des personnes que vous accueillez ici, parce qu'elles peuvent venir avec des grandes souffrances, aussi des grandes douleurs, et aussi vouloir mettre un terme très rapidement à leur vie. En tout cas, qu'il soit mis un terme, c'est parfois la demande. Bien sûr, parce que les gens on fait pas une sélection au départ. Il y a des gens qui peuvent arriver ici et avoir l'intention d'aller en Suisse pour un suicide assisté, par exemple. Et on a le cas en ce moment d'une personne qui pour nous est quelqu'un de très attachant. Et bien sûr qu'on l'a dit qu'on l'accompagnait jusqu'à son départ en Suisse si c'était nécessaire. On lui a laissé le choix et on n'a pas du tout cherché à lui faire changer d'avis. Pour autant, elle a changé d'avis. Oui, elle a plus envie d'y aller, oui. On a eu un échange ce matin et elle sait maintenant qu'elle rentre dans le cadre de la sédation parce que son état s'est altéré et elle le demande maintenant alors que jusqu'à présent, à la fois elle voulait aller en Suisse et à la fois elle ne nous demandait pas une sédation là maintenant. Et puis elle c'est était toute encore l'ambiguïté des situations dans lesquelles peuvent se trouver les personnes malades. Les gens arrivent ici, c'est une valeur pour eux de dire le moment venu, je veux que vous m'aidiez ou je voudrais qu'on m'aide. C'est une valeur importante, c'est un respect pour eux. Mais à partir du moment où ils sont bien pris en charge et on s'occupe bien d'eux, la demande, elle est plus aussi imminente. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on approche de ce moment-là, il y a la notion d'ambivalence. Et la notion d'ambivalence, ce n'est pas de la contradiction. C'est-à-dire qu'on peut vouloir mourir et on peut vouloir vivre en même temps. Et on veut mourir si on est mal accompagné ou si la situation est catastrophique ou difficile à vivre, et ce qu'on peut comprendre. Et après, si on arrive à arrondir les angles, à faire en sorte que la situation s'améliore, les gens sont moins pressés. C'est pour ça que les soins palliatifs devraient être développés de façon beaucoup plus importante, parce qu'il y a un vrai besoin des personnes.
Docteur, un dernier mot. Le débat sur la fin de vie en France a fait son retour à l'occasion notamment d'une proposition de loi du député Olivier Falorni pour autoriser une aide active à mourir. C'est un peu les nouveaux termes qu'on emploie. C'était au printemps 2021. Pourquoi vous avez dit que cette loi était complètement à côté de la plaque? Je reprends vos mots. Non, mais je pense que, bon, d'abord, c'est pas à moi de leur dire comment ils doivent faire une loi, mais la loi telle qu'elle était présentée, c'était de se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est un peu comme si on voulait mettre un arrêt à quelque chose. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'en sort pas dans les situations, autant en finir plutôt que de continuer à nourrir la réflexion. Moi, je suis persuadé que si un jour cette loi existe, qui peut arriver, il faudra surtout être très très attentif à différencier ce qui est de l'ordre du soin palliatif par rapport à ce qui est de l'ordre de cette loi. Parce que quand on met un arrêt quelque part, il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus de dialogue, mais il n'y a plus de créativité. Cette créativité pour aider l'autre, pas pour lui faire changer d'avis absolument, simplement pour l'aider. Les choses arrivent d'elles-mêmes et franchement, ça a du sens. Ça a beaucoup plus de sens pour moi et c'est ça qui nourrit mon métier et qui nourrit le métier de toutes les équipes avec qui je travaille ici, avec qui on échange beaucoup sur cette question. Merci beaucoup. Merci à vous. Après cette immersion dans la maison de Gardanne, nous avons souhaité en savoir plus sur l'impact que pourrait avoir une évolution législative, l'euthanasie ou le suicide assisté, chez les soignants en soins palliatifs. Notre journaliste Ophélie Marien est allée à la rencontre d'une équipe à la maison Marie-Galène, l'une des 2 unités de soins palliatifs de Gironde, à Bordeaux. La maison de santé Marie-Galène, à Bordeaux, compte une unité de soins palliatifs de 12 lits. Comme chaque après-midi, les soignants se retrouvent à 14h pour un temps de transmission. Pour l'équipe du matin, il s'agit de revenir en détail sur la situation de chaque patient dans la matinée. Elle m'a dit, vous trouvez que je suis mieux, tout ça? Je dis, pour le moment, vous êtes un peu encombrée, mais c'est normal. Elle me posait des questions, mais après, elle était, voilà. C'est pas comme d'habitude où elle pose des questions, où elle est je vais mourir, tout ça. Là, non, c'était plus comme ça. Bon, après, elle se pose aussi peut-être et elle chemine. Ouais. Ce temps en équipe est indispensable car les soins palliatifs reposent sur la pluridisciplinarité et la collégialité. Il faut savoir prendre des décisions ensemble sur les soins les plus adaptés à chaque patient. Il y a besoin de cette unité et d'être sûr qu'on arrive à un stade de la vie qui est important, puisqu'on va plutôt en général vers un décès, et il y a besoin d'avoir en face de nous une unité qui est solide et sûre des soins qui vont être proposés. Ça permet aux patients d'avoir confiance. Infirmières et aides-soignants vont de chambre en chambre dans l'après-midi. Toutes les douleurs, c'est pas évident. Donc, si je suis ici, c'est pour rencontrer ces jeunes là, qui me soulagent un peu mes douleurs. Obtenir la confiance du patient est primordial pour sceller l'alliance thérapeutique. On les rassure, on leur montre qu'on est là s'ils ont besoin et finalement ils finissent par petit à petit nous faire confiance et puis lâcher prise et ils arrivent à passer des bons moments avec nous. Tout le monde est un petit peu sur la même longueur d'onde au niveau de la bienveillance, de prendre le temps, de donner le temps au patient aussi, de lui, de pas le voir que par sa maladie, de le voir en tant que personne à part entière et puis de le soigner comme ça en fait. Récemment, le groupe de réflexion éthique de l'établissement a proposé une enquête anonyme aux salariés à propos d'une éventuelle évolution législative sur la fin de vie, notamment la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. L'idée, c'était aussi de préparer effectivement les soignants en débutant une réflexion un petit peu sur aussi leur positionnement, qu'ils puissent réfléchir après un peu sur l'impact que ça peut avoir, s'il y a une loi qui passe qui autorise l'euthanasie, qui va faire le geste, dans quelle manière je vais être impactée moi-même. Bon, apparemment, c'était dur. Ouais, est-ce que du coup, il y a un décès, une sortie. Ouais. Et c'était tout dans ton secteur? Oui. Une entrée, une sortie. Si ce questionnaire a pu susciter des questionnements pour eux-mêmes, beaucoup de soignants s'interrogent sur l'évolution de leur pratique professionnelle dans un futur proche. En tant que professionnel, j'avoue que ce qui est proposé aujourd'hui me semble très bien et adapté.
Dans mes pratiques, j'avoue que pour moi, si ça devait aller plus loin, ça ne correspondrait pas à mes pratiques. Enfin, c'est pas envisageable aujourd'hui. Je pense pas que je sois encore en activité, ou un petit peu, parce que je prends ma retraite bientôt. Mais si on devait changer de cap ici, je ne resterai pas. Voilà. C'est-à-dire que si on devait faire l'euthanasie, moi je ne resterai pas. Je serais partie. Depuis 5 ans, Élodie travaille comme psychomotricienne à mi-temps dans cette unité. Cet après-midi, elle prépare la salle de bain thérapeutique. Lumière tamisée, musique douce, huiles essentielles, tout est fait pour créer une ambiance propice à la relaxation. À mon niveau, on est quand même un peu dans cette idée de pouvoir essayer d'apporter cette notion de positif, d'essayer aussi de recentrer le patient sur l'ici et le maintenant. Et donc si on est face à un patient qui, d'entrée de jeu, a déjà été dans cette demande de dire que c'est déjà trop pour lui et que dès qu'il sera arrivé, il demandera à ce qu'on lui propose une thérapeutique pour que ça se termine, est-ce qu'on aura le temps de susciter un peu cet accompagnement? C'est quelque chose qui a pu me questionner un petit peu sur ma pratique. L'évolution de la loi sur la fin de vie ne serait pas sans conséquence sur le travail des équipes soignantes au plus près des patients en fin de vie au quotidien. Dans cette maison de santé Marie-Galène, eh bien, nous retrouvons le docteur Emmanuel de la Rivière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cet avis éthique émis par 13 organisations qui représentent 800 000 professionnels pour dire que l'euthanasie est une pratique incompatible avec le métier du soin et que ce n'est pas conforme à la déontologie médicale et infirmière. En quoi, ici, concrètement, par exemple, ce serait incompatible avec votre pratique, l'euthanasie, le suicide assisté ? Alors effectivement, c'est incompatible avec la pratique du soin. Il serait effectivement incompatible à la fois d'accompagner les personnes qu'on accompagne en fin de vie avec des soins palliatifs de qualité et puis proposer un geste létal, l'administration d'un produit qui leur donnerait la mort. Pourquoi ? Peut-être que vous connaissez un petit peu l'histoire du mouvement des soins palliatifs en France qui est né à la fin des années 80 sur un triple refus. Le refus avant tout d'abandonner le malade, le refus de donner intentionnellement la mort et le refus de l'obstination déraisonnable. Et en fait, ce triptyque est très important et c'est avec ce triptyque qu'en fait se construisent tous les jours, encore aujourd'hui, l'accompagnement aux soins palliatifs. Je reviens sur quelque chose de très simple, c'est le serment des médecins, l'actualisation du serment d'Hippocrate. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est l'engagement de tous les médecins aujourd'hui. Ça devrait Absolument. changer, ça pourrait changer. C'est une inquiétude. Alors après, des médecins comme moi qui ont prêté ce serment il y a quelques années maintenant, il me serait difficile de revenir en arrière parce que ce temps qui m'a marqué, dont je me souviens encore du lieu et du moment, qui était un moment important et fondateur dans ma vie de médecin, cet engagement, ce serment que j'ai prêté, pour moi, il a un sens très fort dans tout mon engagement médical et je pense jusqu'à la fin de ma vie et de ma carrière médicale. Mais cet engagement-là pourrait être protégé par la clause de conscience, si elle est préservée, et elle l'est aujourd'hui en France. Quand on suit un patient pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, lui dire écoutez, je m'engage avec vous jusqu'à cette limite-là, c'est un engagement finalement, et ce serait très difficile pour moi, s'il me fait ce type de demande, le patient, de lui dire écoutez, allez voir ailleurs. Aller voir un autre médecin qui peut-être, lui, acceptera de faire ce geste. Pour moi, ça me met quand même dans une position difficile. Comment les équipes vivent concrètement cette période en ce moment? Quelles sont les questions que vous entendez? Les débats peut-être entre vous? On réfléchit régulièrement à ces questions et on a interrogé l'ensemble des soignants de l'établissement sur leur positionnement propre. Alors c'est une enquête qui a été faite de façon anonyme. Sur la partie dont moi j'ai la responsabilité, l'immense majorité des soignants répondent de façon très proche de
le questionnaire qu'on a donné de façon nationale, qui a été organisé par la SFAP, avec globalement un refus assez massif des professionnels de s'investir dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'administration d'un produit létal. Ça changerait, je pense, notre relation et la qualité de relation avec les malades et avec leurs proches. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire à un patient quand il arrive, nous allons prendre en charge votre douleur à 100%? Alors moi je dirais jamais ça parce que d'abord parce que ça n'est pas la réalité. Quand je vous parlais de mon engagement, je lui dis je m'engage avec vous, je m'engage avec toute mon équipe pour tenter de vous proposer tous les types de soins qui sont à notre disposition pour vous apaiser. Mais bien évidemment, je ne dirai jamais à un patient, on va soulager 100% de vos douleurs et de vos souffrances. Donc il faut sortir d'une forme d'illusion, d'une vie sans souffrance et surtout d'une fin de vie. Ça, je pense que c'est important, effectivement, de sortir de l'illusion que la fin de vie serait... que ce qui serait proposé ici serait quelque chose de magique. Non, bien sûr, ça n'est pas ça. Et le 0% de souffrance, bien évidemment que ça n'est pas possible. Mais l'idée, c'est de s'approcher le plus possible d'un accompagnement qui permettra à la personne malade de vivre paisiblement ce temps. Voilà. Pour ceux qui ont pour conviction que l'euthanasie ou le suicide assisté, en tout cas décider du moment de sa mort, est une bonne chose, on pourrait vous rétorquer que précisément là est le 0% de souffrance, 0% de douleur. Alors peut-être que ce que je peux faire, c'est vous donner un exemple concret, parce que c'est peut-être aussi ça qui intéresse les personnes qui nous regardent. Il y a quelques mois, on a accueilli Françoise. Françoise, elle est arrivée chez nous dans un état de souffrance terrible. Elle avait une pathologie digestive de mémoire avec des symptômes d'occlusion intestinale, raison pour laquelle il avait été nécessaire de lui poser une sonde nasogastrique. Donc une sonde qui passe par le nez, qui va jusque dans l'estomac, pour aspirer le contenu de son estomac, puisque le transit ne fonctionnait plus correctement. Et donc elle est arrivée avec ce tableau d'une souffrance énorme, et elle nous a fait cette demande. Elle nous a dit, ce que je vis là actuellement est source de tellement de souffrance que je ne veux plus le vivre, administrez-moi un produit pour que ma vie s'arrête. Et en fait, en arrivant ici, nous, ce qu'on lui a proposé, c'est de lui apporter notre expertise et les soins qu'on pouvait lui proposer. On lui a dit, écoutez, laissez-nous quelques temps, quelques heures, quelques jours, et progressivement, avec les soins qu'on a pu lui apporter, la souffrance s'est apaisée, la douleur a quasiment disparu, on a pu lui retirer cette sonde qui la gênait énormément, elle a même pu reprendre un petit peu d'alimentation, un peu de bouillon, un peu de glace, des choses qu'elle aimait, et elle a pu accueillir sa famille alors qu'elle ne voulait plus les voir, et accueillir également son chien qui était seul chez elle. Et elle nous a dit, elle a transmis, elle nous a dit que ces moments avaient été extrêmement importants. Voilà, notre travail c'est ça, c'est de permettre à la personne malade de vivre ce temps de la façon la plus paisible possible et de redonner du sens à cette fin de vie pour la personne malade, mais aussi pour tous ses proches et toutes les personnes qui vont lui survivre. Et ça a du sens, ça c'est important. Peut-être un message d'espérance à ceux qui se trouvent en situation de maladie. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire, qui n'ont pas forcément accès aux soins palliatifs en France? Leur dire, c'est une chose importante, c'est que quel que soit ce qui se décidera au Parlement français, nous resterons là. C'est important pour nous que les parlementaires, que les médias nous entendent, qu'ils entendent notre opinion. Mais c'est important aussi de leur dire que nous continuerons à faire ce métier que l'on aime le plus longtemps possible, et nous continuerons à promouvoir et à développer les soins palliatifs en France, parce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est pas le manque de loi, la vraie question, c'est le manque de moyens pour permettre à tout le monde, qu'il soit en ville ou à la campagne, dans des zones reculées, dans des déserts médicaux, d'avoir accès à des soins palliatifs de qualité. C'est ça l'enjeu pour demain. Merci beaucoup, Dr Larivière, pour votre éclairage et aussi pour votre accueil ici, très concrètement, à la Maison Marie-Galène. Notre cheminement dans notre émission, eh bien, il se poursuit avec une dernière étape à Paris, autour de cette question de savoir quelle contribution les chrétiens peuvent-ils apporter de manière spécifique, et notamment à travers le travail des aumôneries. Nous nous rendons maintenant dans un autre établissement de référence qui n'est pas sans lien avec cette Maison Marie-Galène. Il s'agit de la Maison médicale Jeanne Garnier dans le 15e arrondissement à Paris.
Jeanne Garnier, une jeune veuve, a fondé l'œuvre du Calvaire au XIXe siècle à Lyon pour s'occuper de femmes malades et délaissées qu'elle accompagne jusqu'à leur mort. C'est ainsi que naît l'Association des Dames du Calvaire, dont fait partie la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Aujourd'hui, cet établissement, une référence en France, est doté d'une unité de soins palliatifs de 81 lits. Tous les jours, des bénévoles de l'aumônerie sont présents, comme Evelyne. Chaque mardi, elle fait le tour des chambres des patients qui ont demandé des visites de l'aumônerie. Vous êtes fatiguée en ce moment, aujourd'hui? J'arrive à la fin de vie, hein. Complètement, je le sens bien. Ouais. Je le sens bien, hein. Mais c'est normal, je le sais. Juste pour soins palliatifs, donc j'y suis prête. Cet après-midi, elle apporte la communion à Yvette. Que le Seigneur vous bénisse. Souvent, quand même, on prie à la fin de l'échange, par exemple pour confier leur famille ou pour confier ce qu'on a échangé, pour prier. On peut aussi, on aborde quelquefois la question de la mort, c'est très variable. Il y a des personnes qui nous confient qu'elles ont peur, d'autres au contraire qu'elles sont très sereines. Ils vivent des choses que moi j'ai pas vécues. Donc il y a une certaine solitude quand même. On peut pas les rejoindre complètement, mais il y a quand même les aider à peut-être à leur dire oui, mais n'oublie pas qu'il y a le Christ qui t'attend, qu'il y a cette espérance. Pour les patients qui le désirent, la messe est célébrée 3 fois par semaine dans la chapelle. Une messe retransmise en direct pour permettre aux malades trop fatigués de la suivre depuis leur chambre. Si nous voyons la mort qui nous guette, qui abîme nos vies, eh bien, nous savons qu'il y a justement un salut que nous pouvons recevoir. Il y a justement une vie nouvelle à laquelle Dieu nous appelle. Le père Albert est aumônier de la maison Jeanne Garnier depuis 2 ans. Nous sommes là au nom du Christ. Nous donnons du temps à cause de comme manière de vivre la charité du Christ. Et puis, face aux questions sur la vie, nous pouvons apporter ce que l'Évangile nous propose sur la vie. La vie a du sens. Et puis, sur ce qui se passe après la mort, la vie éternelle, la résurrection. Il y a des malades qui sont très demandeurs de réponses. Il y en a d'autres pas, ou très peu, ou très doucement. Et donc, nous nous adaptons. Le mercredi, c'est Bérangère qui prend le relais à l'aumônerie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir, par rapport à cette dame, est-ce que je peux aller la voir là maintenant? Alors c'est vrai que là, durant les derniers jours, elle est un peu plus fatiguée, donc ça va être un peu compliqué. Après, vous pouvez quand même essayer d'aller voir avec elle, mais c'est vrai qu'elle est moins communicante avec vous. Moins communicante, oui, d'accord. Dans cet établissement ouvert à tout malade, quelle que soit sa confession, l'accompagnement spirituel est proposé à ceux qui le souhaitent. Les équipes soignantes peuvent donc être en lien avec les bénévoles de l'aumônerie quand un patient exprime le désir de les rencontrer. Certains des soignants sont catholiques et la foi qui les anime peut les inspirer dans leur pratique au quotidien. Le fait que je sois catholique va me rendre très respectueuse des patients. Et en fait, je crois au Christ ressuscité. Je crois que nous ne sommes pas qu'un corps, que ce soutien est aussi important au niveau spirituel qu'il l'est au niveau organique, qu'il l'est au niveau somatique, qu'il l'est au niveau psychologique. Presque 200 ans après Jeanne Garnier, accompagner les personnes en fin de vie demeure un vrai défi. Face aux immenses besoins, des chrétiens, parmi d'autres, continuent de s'impliquer dans les soins palliatifs au nom de leur foi en Jésus-Christ.
à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Nous retrouvons la responsable de l'aumônerie, sœur Marie-Noël Ratsimbazafi. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps parce qu'au fond, on a besoin de comprendre ce qui se vit ici. Ma sœur, qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes arrivée il y a 4 ans? Quand la supérieure générale m'a proposé cette mission, moi j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que il y a une Xavière, j'habitais avec une Xavière dans le 5e arrondissement, et à chaque fois qu'elle revenait de sa garde, elle nous disait « il y a eu 5 décès aujourd'hui, il y a eu 6 décès ». Et moi j'ai dit « comment faire devant 5 décès en une nuit ?» Donc ça m'appréhendait de venir ici. Peut-être la peur que beaucoup de Français, beaucoup de personnes ont aussi devant la mort. Oui, c'est très normal parce que moi-même je suis passée par là. Ma sœur, on perçoit un risque dans notre société qui a pris ses distances, on le sait bien avec Dieu, que cette dimension justement spirituelle puisse être escamotée. C'est vrai dans les établissements publics, au nom de la laïcité française, c'est un risque, mais c'est vrai aussi, peut-être on le sait moins, dans les établissements privés, catholiques, parce qu'il faut de l'audace pour accompagner, pour faire cette proposition d'accompagnement spirituel. Oui, je vois bien les demandes du sacrement des malades, par exemple. Ils attendent vraiment au dernier moment pour demander ce sacrement, alors que le sacrement des malades est donné par l'Église pour donner la force aux malades. C'est pas extrême onction que c'est la fin, quoi. Et il y a beaucoup de familles qui ne comprennent pas ça. Que le sacrement des malades, c'est vraiment un sacrement pour donner des forces aux malades, pour qu'ils ne supportent pas seuls les souffrances, mais qu'ils les portent avec le Christ. Et c'est ça le sacrement, c'est la présence, rendre le Christ présent dans notre vie. La mort, c'est une affaire spirituelle, c'est le titre d'une infirmière qui a travaillé ici, Roselyne de Romanet, infirmière en soins palliatifs. C'est une invitation aux catholiques à ne pas être frileux. Oui, la mort, c'est un passage, je dis, normal. Et comme nous sommes nés sur cette terre, un jour aussi, on va naître dans le ciel pour la vie éternelle. Donc, on me disait qu'il faut une sage-femme pour la naissance d'un bébé. Et il faut de femmes sages pour accompagner les personnes pour le grand passage. Parce qu'ici, en fait, nous accompagnons, on fait l'accompagnement des vivants, non pas des mourants, et des vivants jusqu'au bout. Et je vous cite un exemple. La semaine dernière, il y a un monsieur qui a demandé le baptême. Et comme il est déjà adulte, il a reçu les 3 sacrements. Donc c'est vraiment la vie jusqu'au bout. Les 3 sacrements qui sont le baptême. Le baptême, la première communion et la confirmation. Et tout ça, ça se passait dans notre chapelle au rez-de-chaussée. Oui, parce qu'à ce moment-là, on ne se paye pas de mots. Toutes les barrières tombent, les masques tombent et la personne sont devenues d'elles-mêmes, quoi. Et l'accompagnement en fin de vie, c'est aussi un temps. Les soins palliatifs, c'est vraiment donner ce temps. Donner le temps au patient de se réconcilier avec son passé, de se réconcilier avec son entourage, de se réconcilier avec sa vie et aussi faire la relecture de sa vie sous le regard de Dieu. Je vous donne aussi un exemple d'un monsieur qui n'est pas du tout croyant et que j'ai rencontré dans le couloir et je lui ai proposé la chapelle. Et il a dit, effectivement, ça fait du bien d'être en silence et ça aide à rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'il m'a dit. Quand on arrive à la chapelle de Jeanne Garnier, il y a toujours la Bible qui est ouverte. Il y a un aide-soignant qui arrive le matin
et il prend cette Bible sur ses genoux, il fait sa prière avant d'aller faire son travail. Et c'est ça qu'on essaie de partager aux patients dans les chambres, la parole de Dieu. La parole de Dieu du jour ou la parole de Dieu selon l'état de la personne. Ô mort, où est ta victoire? C'est l'interrogation de saint Paul aux Corinthiens dans la Bible. C'est aussi le titre de la lettre des évêques de France, la lettre pastorale de novembre dernier, dans laquelle, je cite un extrait, il rappelle que donner la mort pour supprimer la souffrance n'est ni un soin ni un accompagnement, c'est au contraire supprimer la personne souffrante et interrompre la relation. C'est une grave violation de la loi de Dieu, c'est une grave transgression d'un interdit qui structure notre société. Fin de la citation. Est-ce que c'est audible par les patients, par les familles ici? Parmi les études qui ont été amenées ici à Jeanne Garnier, il y avait des personnes qui ont demandé l'euthanasie en arrivant et à la fin, il restait que 0,3% qui restait avec ce désir d'euthanasie. Parce que, entre-temps, il y avait l'accompagnement des bénévoles, il y avait l'accompagnement de l'aumônerie, il y avait les tendresses des infirmières, il y avait les soins humains et techniques et humains aussi qui étaient favorables. Il y avait aussi les visites du médecin, il y a la psychologue aussi qui a pris sa part. Donc c'est l'ensemble de tout l'accompagnement qui fait que la personne se sent désirée, se sent soutenue. Et quand les douleurs sont prises en charge aussi, la personne respire. Est-ce que votre espérance est toujours la même avant votre engagement, maintenant? Non, maintenant je vais au funé sans hésitation, quoi. Je fais les prières de départ sans hésitation. Je vais dans les chambres quand les infirmières demandent notre présence. Quand il y a quelqu'un qui décède, je me précipite pour être auprès de la personne. Et moi, je me suis dit, le nombre des personnes que j'ai accompagnées, j'ai beaucoup de personnes qui prient pour moi là-haut. Parce qu'il y en a des personnes que l'aumônerie et moi-même a accompagnées. Merci beaucoup, sœur Marie-Noël, pour votre témoignage et puis ce que vous nous avez partagé ici. Merci à vous aussi d'être venus jusqu'à nous pour que vous découvriez ce que nous vivons ici. Merci. Merci. Au siège de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, nous retrouvons sa présidente, Claire Fourcade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin dans cette unité de soins palliatifs de cet hôpital privé du Grand Narbonne depuis plus de 20 ans. C'est ça, tout à fait. La SFAP, ça réunit en fait les principaux acteurs des soins palliatifs en France. La SFAP, c'est la maison commune des soins palliatifs qui réunit tous les acteurs de soins palliatifs, quelle que soit leur profession, et les bénévoles d'accompagnement. Donc c'est 10 000 soignants, 6 000 bénévoles qui se réunissent ensemble à la fois pour faire progresser les savoirs et en même temps pour militer pour le développement des soins palliatifs. On entend parler du mal mourir en France. D'où vient cette expression? Et c'est aussi la fondation même de la SFAP, la raison même de la SFAP. Alors les soins palliatifs, plus largement que la SFAP, les soins palliatifs sont nés en France d'une triple révolte contre l'abandon des médecins, contre les conditions dans lesquelles mouraient les patients et contre l'utilisation de ce qu'on appelait les cocktails lithiques qui étaient des euthanasies. Et donc c'est vraiment une révolte de soignants au départ contre les conditions dans lesquelles les patients mouraient et dans lesquelles pour lesquelles le système de santé était complètement absent et avait abandonné ces patients. Et donc un petit groupe de soignants se sont dit qu'on pouvait faire autrement, qu'on devait faire autrement. Et c'est comme ça que les soins palliatifs sont nés et se sont développés en France. Donc, la SFAP a été fondée en 1990. Absolument, c'est ça. Et donc les soins palliatifs sont nés dans les années 80 en France et ça s'est incarné dans la constitution de la SFAP qui a rassemblé tous ces acteurs et qui depuis maintenant plus de 30 ans travaillent à améliorer les conditions de la fin de vie en France. Et donc certes il reste beaucoup à faire, mais quand on se retourne en arrière, quand moi je me retourne en arrière par rapport à quand j'ai débuté, énormément a été fait. On a aussi tout un acquis à la fois de compétences de soins, mais aussi législatifs.
On a un corpus législatif qui est unique au monde, qui nous est d'ailleurs envié par beaucoup de pays, ce qu'on ne dit jamais. Il y a 20 pays actuellement dans le monde qui ont repris le corpus législatif français pour se l'approprier, parfois sous la forme de loi, mais pas toujours. Ce qui est important maintenant, c'est de donner accès à tous ceux qui en ont besoin à ces possibilités. Et donc oui, il y a encore en France des gens qui meurent mal, et c'est un scandale parce qu'ils pourraient mourir dans des conditions différentes. Mais oui, il est possible de bien mourir en France. Pourquoi? C'est quoi le frein? Parce que la loi oblige normalement. C'est un droit, l'accès aux soins palliatifs en France, de par la loi. Pour quelles raisons ça n'a pas lieu? C'est pour des raisons la de loi coût garantit depuis 99, donc ça fait presque 25 ans, elle garantit partout et pour tous l'accès aux soins palliatifs en France. Si ça n'est pas le cas, c'est pour des raisons de coût? On s'est jamais donné on a certainement pensé que la loi suffisait. Mais la loi toute seule ne peut rien et il faut lui donner des bras à la loi, il faut lui donner des moyens. Et donc ce qui est clair, c'est que ça n'a jamais été une volonté suffisamment portée par le pouvoir politique pour qu'on se donne vraiment les moyens de la mettre en œuvre. Et donc actuellement, c'est 2/3 des patients qui en auraient besoin qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. C'est 1/4 des départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Et ça, je crois qu'il y a en ce moment dans le débat public tel qu'il a lieu en France une prise de conscience du fait que c'est pas acceptable et qu'on ne peut pas se contenter de dire il faudrait ou il faut ou on doit, mais de se dire il faut qu'on le fasse collectivement. Et quels moyens on se donne pour le faire vraiment. On peut avoir en tête et se dire mais en fait ça coûte très cher ces soins. Alors, d'abord, les soins de fin de vie sont des soins qui sont très peu coûteux. Les médicaments qu'on utilise sont des médicaments qui coûtent très peu cher. Le seul coût qu'il y a dans l'accompagnement, c'est le coût humain, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens. Ça peut pas être fait par autrement que par des personnes qui accompagnent. Mais ce qui coûte le plus cher, je pense, actuellement en France, c'est l'obstination déraisonnable, c'est de poursuivre des soins parfois extrêmement onéreux et qui n'améliorent pas la qualité de vie des patients, dont la balance avantage-inconvénient est clairement en défaveur pour les patients. Et peut-être qu'il y a aussi besoin que ce temps de réflexion soit une réflexion collective là-dessus. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Comment on choisit d'utiliser les ressources dont on dispose? Et est-ce qu'on choisit enfin de les mettre à disposition de ceux qui en ont besoin pour permettre la meilleure qualité de vie? Parce que les soins palliatifs, c'est d'abord ça. C'est une médecine qui garantit une bonne qualité de vie, même quand on est atteint d'une maladie grave et qu'on ne va pas guérir. Parce qu'à ce moment-là, la vie est comptée, elle est précieuse. Et les soins palliatifs, c'est la médecine du soulagement, de l'accompagnement, du confort et de l'absence de symptômes douloureux. Claire Fourcade, comment vous réagissez au fait qu'au fond, aujourd'hui, ceux qui souhaiteraient une évolution législative clairement pour l'euthanasie, pour le suicide assisté, s'appuient sur la situation du mal mourir en France, que c'est encore un argument? Alors il me semble que là, c'est vraiment pas un argument. On peut pas se résigner. Moi, je peux pas me résigner, en tout cas, être dans une société qui se dirait qu'on n'a rien de mieux à proposer que de donner la mort parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de soulager. Ça peut être pour des convictions philosophiques, et là aussi, c'est le débat démocratique qui le dira. Mais par contre, qu'on puisse se résigner à faire mourir parce qu'on s'est pas donné les moyens de soulager alors qu'on peut le faire, ça me paraît vraiment inacceptable. On entend beaucoup dire qu'au fond, accepter, autoriser l'euthanasie, le suicide assisté pour ceux qui le veulent, au fond, ça serait leur accorder cette liberté-là et que ça n'aurait pas d'impact sur les autres. Quelle est votre réponse? Alors, je crois que ce raisonnement-là, c'est un raisonnement ultra-libéral qui dit chacun pour soi et ce que je fais ne regarde pas les autres. Et moi, je crois qu'on vit dans une société d'interdépendance, c'est-à-dire qu'on dépend tous les uns des autres et bien sûr que chacune de nos décisions a un impact sur les autres. Et bien sûr que si le message collectif de la société qui est actuellement vous comptez pour nous et quoi qu'il en coûte on va vous soulager, c'est ce que dit la loi actuelle. Si ce message change et devient vous faites comme vous voulez, c'est évident que l'impact sur les plus fragiles, sur ceux qui ont le plus de mal à donner du sens à ce qu'ils vivent est extrêmement important. Et il est extrêmement important aussi pour les soignants. Il y a un avis éthique important qui a été publié mi-février. Les soignants... La question de la fin de vie ne concerne pas que les soins palliatifs, elle concerne un très grand nombre de soignants qui sont confrontés à ces questions de fin de vie et on a eu envie tous de travailler ensemble avec le monde de la gériatrie, avec le monde de la cancérologie et avec tous les soignants. C'est pas qu'une affaire de médecins et donc les infirmiers, les aides-soignants, on a travaillé tous ensemble sur quel serait l'impact sur le monde du soin d'un tel changement et ce qu'on a pu dire collectivement, c'est que cet impact serait extrêmement important, que c'est une rupture majeure dans la philosophie du soin qui nous porte et que nous souhaitons que le monde du soin reste en dehors de tout projet de légalisation de la mort médicalement provoquée. Merci beaucoup, Dr Claire Fourcade, pour votre expérience, pour vos convictions. On est là au nom de la société. C'est au nom de la société qu'on affronte tous les jours la maladie grave, la mort, l'émotion, la tristesse. C'est un métier parfois difficile et c'est parce que la société nous dit que ça a du sens pour elle, que prendre soin des plus fragiles, des plus vulnérables, ça a du sens. Et bien sûr que ça aurait un impact aussi sur les soignants et sur le sens de leur métier si tout d'un
coup la société disait chacun fait comme il veut et ça ne compte pas pour nous. Bien sûr que ça compte. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous aurez pu, au gré des reportages et des entretiens, des échanges, découvrir davantage la réalité des soins palliatifs en France et que cela aura pu nourrir votre réflexion sur la fin de vie. Je me permets de remercier la SFAP qui nous a accompagnés tout au long de la préparation de cette émission. Merci aux établissements et aux équipes qui nous ont accueillis à la maison de Gardanne, à la maison Marie-Galène et Jeanne Garnier. Merci aussi aux patients et à leurs familles qui nous ont acceptés à leur côté. Merci enfin à la rédaction de KTO qui a préparé et réalisé cette émission. Dans leur lettre pastorale que je cite à nouveau, les évêques de France invitent à s'engager pour une aide active à vivre plutôt qu'une aide active à mourir. Vous pouvez retrouver leurs lettres sur notre site internet, tout comme cette émission sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Thank you.